Vous êtes le chef des Insoumis, si je puis dire, député des Bouches-du-Rhône. Non, je suis président du groupe parlementaire. Je me demandais au bout de combien de temps vous alliez m'interrompre, mais je vois que c'est... Vous avez fait ce qu'il faut pour ça. Président du groupe parlementaire des Insoumis. Oui, parce que vous êtes chef de la rédaction, vous. Pas du tout. Bon. Mais alors moi, pas du tout. Alors que vous êtes en vrai le chef des Insoumis, même si ça ne s'appelle pas comme ça. Mais il ne faut pas faire ça. C'est le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Et figurez-vous que les gens de ma petite patrie comtoise, en Arbois, avaient dit, dorénavant, c'est l'égalité, il n'y aura plus de chef. Et quelqu'un a dit, ça, c'est pas demain la veille. Alors le gars a dit, puisque c'est comme ça, on s'appellera tous chef. Et c'est pourquoi vous entendez souvent des gens dans les bistrots ou ailleurs dire bonjour chef. Voilà. Et vous êtes tous chef à la France Insoumise, c'est pas vous? Oui, plutôt oui. Ouais, bien sûr. C'est le naturel de mes amis qui les porte à être insoumis, pas seulement en face des règles de la société. Mais aussi en face de vous. Mais aussi en face de vous. Bon, encore heureux. Pendant cette émission, vous allez être interpellé, c'est la règle, par des Français, par l'entremise d'Adrien Rohard, qui est face à vous et que je salue. Bonsoir mon cher Adrien. Bonsoir Gilles, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est votre première dans cette émission, vous ne vous êtes pas encore frotté à la faconde de nos observateurs citoyens, c'est comme ça que nous les avons appelés. Des Français qui ont plein de choses à vous dire et en effet, je vous les présente tout de suite. Vous découvrirez Anne Vetter-Tifrit, elle a l'Alsace au cœur puisqu'elle est originaire de Bischofsheim, c'est à côté de Strasbourg. Elle est chef pour le coup, mais chef d'une entreprise et elle reviendra sur la polémique de la mosquée strasbourgeoise. Idriss Niang, lui, est originaire de Drancy en Seine-Saint-Denis où l'épidémie de Covid est à son paroxysme. Il est président d'une association d'insertion et connaît bien son territoire. Il vous dira notamment à quel point c'est dur d'y être étudiant en ce moment. Direction Marseille également, on ne pouvait pas tout à fait faire autrement avec vous Jean-Luc Mélenchon. Séverine Gilles y habite dans les quartiers nord. Elle s'occupe d'une association de parents d'élèves et elle vous a déjà vu en meeting sur les plages du Prado, figurez-vous, ce qui ne veut pas dire pour autant, et loin s'en faut, qu'elle est d'accord avec vous. Vous l'entendrez dans un instant. D'abord, à Marseille, personne n'est d'accord avec personne. C'est la règle de base et c'est ce qui fait la joie de vivre de cette ville. Il n'y avait pas de raison que je sois le seul à être interrompu. Absolument, et nous retrouverons également en direct depuis cette bonne ville d'Annecy, Antoine de Meyer. Il va rester avec nous une partie de l'émission. Il est conducteur de bus, alors lui, pour le coup, il en a ras-le-bol, mais alors archi ras-le-bol de la politique et des politiques, mais il avait quand même très envie de parler avec vous. Donc vous pourrez échanger dans un instant. Peut-être réussirez-vous à le convaincre de voter pour vous. Non, je crois pas. En 2022. Mais enfin bon, on verra ce que là où la conversation nous porte. À tout de suite, Antoine. À tout de suite, Antoine. On va commencer par le Covid, évidemment. Question simple qui s'énonce clairement, mais la réponse est peut-être plus difficile. Faut-il maintenant fermer les écoles? Alors, j'adore le moment politique parce que ceux qui sont au pouvoir fichent une pagaille indescriptible et nous sommes sommés ensuite de dire doit-on faire ceci ou cela alors que nous n'avons pas les éléments. Alors, ce que je peux dire, c'est que premièrement, constatons que si on est dans cette pagaille, c'est parce que les décisions qui ont été prises au sommet y conduisaient directement. Je vous donne un exemple. Il était convenu au départ que pour un enfant détecté comme Covid, on fermait la classe. Bon. Ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà. C'est redevenu le cas. Mais auparavant, on est passé par une phase où il en fallait 3. Il n'y a ni vous ni moi qui ne sommes très intelligents. Nous sommes capables de comprendre quand même que si on va jusqu'à 3, il y a toutes les chances pour que toute la classe soit contaminée, et donc les parents, avec toutes les conséquences que ça a, y compris mortelles. Et vous savez que, notamment en Seine-Saint-Denis, on a eu à déplorer des cas où c'est quasiment par dizaines qu'on a compté les morts. Alors, évidemment, rien n'est plus précieux que nos gosses. Donc, on prend que des décisions qu'on a mûries. Si le danger est extrême, naturellement, il faut fermer les écoles. Mais on peut peut-être s'y prendre autrement. Maintenant, au point où nous en sommes, pour être franc, je ne sais pas si on peut s'y prendre autrement et si on peut échapper au confinement. Mais en tout cas, il me semble qu'en toute hypothèse, il faut maintenant commencer un peu à réfléchir avant, au lieu de laisser les situations se dérouler. Par exemple, nous devons penser à séparer toutes les classes en deux. Donc pour ça, organiser des études surveillées où l'on pourrait recruter ces milliers de jeunes gens qui sont bien formés et qui pourraient... C'est le cas au lycée. On pourrait introduire on pourrait avoir pour objectif, dans chaque salle de classe, au lieu de dire il n'y a qu'à ouvrir la fenêtre toutes les heures, quelle que soit la température, eh bien dans chaque salle de classe, il nous faudrait un purificateur d'air. Encore faut-il l'avoir. 4 ou 5, comme vous dites. Il y a 4 ou 5 entreprises dans le pays qui sont capables d'en produire. Mais comme personne ne leur a rien demandé, comme rien n'est organisé, comme on n'a pas développé les chaînes, je doute que si j'en donnais l'ordre, à supposer que demain j'ai à m'en occuper,
séance tenante, on est le nombre dont on a besoin. C'est pourtant une machine d'une simplicité totale. Elle n'a rien de techniquement extraordinaire. C'est un coup d'ultraviolet qui tue tout ce qui passe dans l'air et qui est aspiré dans cette machine elle-même. Ensuite, après cela, tenir compte du fait que les familles sont concernées, que la maladie n'est pas réservée aux enfants, même si, contrairement à ce qu'avait dit le gouvernement, les enfants sont aujourd'hui le vecteur le plus important. Honnêtement, c'est pas ce qu'avait dit le gouvernement, c'est ce qu'avaient dit les médecins. Le gouvernement, il est comme vous, il n'a pas de compétences particulières. Vous êtes là pour dire du bien du gouvernement. Non, moi, je suis obligé de dire que la responsabilité politique, c'est ceux qui décident. Oui. Donc ne commencez pas à dire c'est Pierre ou Jacques. Écoutez, il y a un conseil de défense qui se réunit sous le sceau du secret autour du chef de l'État et qui prend les décisions. La politique, c'est d'assumer quand même les responsabilités. Si personne n'est responsable de rien, j'ai pas dit ça. Bien, moi je vous le dis. Ils sont responsables et ils doivent assumer. Et par conséquent, je pense à tous ces endroits où se trouvent les gens avec qui je fonctionne le mieux. C'est tous ces milieux populaires. Voyez là. On va en écouter, parisienne. Justement. Des milliers de gens sur les quais des gares. Est-ce qu'on ne peut pas installer une rotation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas dire tous les jours que chaque entreprise, un jour sur deux, démarre 1 heure plus tard, de manière à ce que tout le monde ne soit pas sur les quais de gare en même temps. Et ainsi de suite, des mesures de roulement, de rotation partout. Je vous interromps parce que vous parlez en effet de la région parisienne et de la Seine-Saint-Denis et on va y aller avec Idriss Niang qui lui s'occupe d'une association. Attendez, mais on n'a pas fini de parler de tout ça. On va continuer à parler de ça. Ah mais non, mais vous inquiétez pas. C'est sur ce sujet que j'ai interrogé Idriss de l'association Agir Ensemble. Lui, il aide les jeunes à l'insertion et justement des jeunes, des étudiants, des lycéens, eh bien il y en a plein dans son association et je lui ai parlé de la fermeture des écoles à Idriss. Faut-il oui ou non fermer ? Voici ce qu'il m'a répondu. On ferme, mais après le problème c'est quoi ? C'est l'accompagnement. Parce qu'après, c'est pas tous les élèves qui ont la possibilité de suivre les cours par visio. Nous, par exemple, au sein de l'association, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de personnes qui ne bénéficient pas d'ordinateur. Après, des fois, c'est un ordinateur pour tout le foyer. Si moi, j'ai un élève, un enfant qui est en terminale, au même moment, j'en ai un autre qui est à la fac et j'en ai un autre qui est au collège. Et bien, les trois, ils ne peuvent pas faire les cours de visio en simultané, par exemple. Et quand on se dit, ils font 5 ou plus, qu'on n'a pas 5 ordinateurs dans un foyer, c'est pas possible ça. Alors Idriss, voilà, il est associatif et c'est un témoignage du terrain. Qu'auriez-vous envie de lui répondre quand il expose ces problèmes-là ? Je suis content qu'il l'ait dit lui, parce que sans doute on lui accordera plus de crédit à nous qu'à nous qui expliquons ça depuis des semaines et des mois. Je sais que le premier plan que nous avons déposé concernant la jeunesse étudiante, il date de juin dernier quand même. Et il a 1000 fois raison. Et il en parle avec un peu de pudeur, parce qu'il y a les autres aspects qu'on pourrait évoquer, qui est le mal-logement, le trop grand nombre de personnes dans le même logement. Il m'en a parlé aussi. Toutes les familles ne sont pas forcément en état d'accompagner le travail des enfants. Voyez-vous, moi, quand j'étais en terminale, mes parents pouvaient un peu m'aider, mais pas tant que ça. Et alors, quand j'étais en fac, ça a été terminé, il fallait que je me débrouille tout seul. C'est bien normal. Chaque génération a poussé la suivante un peu plus haut. Donc, tout ce qu'il vient de dire sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés, non pas depuis 8 jours, mais depuis maintenant 1 an. Ça fait donc 1 an qu'on sait qu'en cas de reconfinement, il faut équiper les familles pour qu'elles disposent des moyens numériques de participer à leur scolarisation. On va donc avoir un énorme retard. On va avoir des décrocheurs. J'avais proposé à la fin de l'année précédente qu'à la rentrée, on fasse un bilan avec tous les gosses qui reprenaient les études. Je parle à l'école primaire, mais ça vaut aussi pour les collèges, qu'on fasse le bilan et qu'immédiatement on recrute, comme l'ont fait les Italiens, plusieurs milliers d'assistants de professeurs, parce que je le rappelle, professeur c'est un métier, ça ne s'improvise pas, mais un professeur est capable de guider une équipe d'assistants. Eh bien, si l'on prenait 100 000 de nos jeunes qui sont en fac, dans les 3 premières années ou après, il serait en état d'aider les professeurs à accompagner avec une certaine, rigueur disciplinaire, pas au sens de la discipline, mais du contenu des enseignements pour aider. Il faut tout faire pour rattraper les décrocheurs qui auront décroché. Mais quand je dis décrocher, ça ne veut pas dire qu'ils aient quitté. Puis-je vous poser une question ? Ils sont plus d'équerre, ils sont plus au niveau auquel ils devraient être.
Alors, je vais essayer de vous faire dire du bien d'Emmanuel Macron. Je suis pas certain d'y arriver, même si c'est pas votre meilleur ami politique. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi est-ce que vous donnez un objectif pareil? Pourquoi vous voulez essayer de faire dire? Je ne sais pas, c'est mon goût des défis. Ah bon, d'accord. Parce que moi, non, mais c'est juste pour le renseignement. Je suis président d'un groupe d'opposition. Mais j'ai bien compris, ça m'a pas échappé. Il faut admettre cette idée que l'opposition est légitime. Non, mais attendez, c'est pas à vous que je parle là, d'une certaine manière. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, mais d'accord. Attendez d'abord que je la commente. Il est important de comprendre que dans une démocratie, le rôle de l'opposition est d'être l'esprit critique par rapport au gouvernement. Non, mais je vous dis ça parce que dans l'hémicycle, souvent, on entend les majoritaires dire quoi? Vous parlez encore? Mais si vous, ça s'appelle Parlement. Si vous voulez vous taire, restez chez vous. Jusque-là, on est d'accord. Ah, ben c'est bien. J'ai l'impression vous voyez, moi, j'ai déjà au moins réussi à vous convaincre. Exactement. J'étais déjà convaincu. Donc, le président de la République, on a l'impression qu'il n'a pas envie de se résoudre à infliger une double peine dans les quartiers populaires parce que il a compris que le confinement, la fermeture des écoles, c'est d'autant plus dur qu'on est pauvre et qu'on a un petit logement. Et il dit que c'est souvent pour ça qu'il ne veut pas reconfiner et qu'il ne veut pas arrêter les écoles. Il se comporte d'une manière totalement irresponsable parce que, voyez-vous, qu'il ait peur, je le comprends, et en effet, nous sommes quasiment assurés qu'en cas de reconfinement général, nous aurons cette fois-ci des cas de désobéissance de masse, puisqu'on en observe déjà beaucoup, pour la raison que les gens ne croient plus à la parole officielle, qu'ils ont entendu dire que les masques ne servaient à rien, puis que les tests ne servaient à rien, puis que maintenant si, que les enfants n'étaient pas contagieux, et que maintenant c'est eux les plus contagieux. Mais je dis que cet homme n'assume pas les responsabilités essentielles qu'il devrait assumer. Il a tout misé sur l'idée qu'à un moment ou un autre arriveraient des vaccins qui protégeraient la population et que ce serait un mauvais souvenir. Donc, s'il croyait ça, eh bien alors sa première tâche eût été de faire en sorte qu'on ait des vaccins. Soit que nous soyons capables, nous Français, d'en produire, mais maintenant, comme vous le savez, il y a une tiers-mondisation de l'hôpital et de la recherche en France du fait des politiques qui ont été menées. Mais alors au moins, si les autres en produisent, qu'on en ait nous en quantité à temps. Ce n'est pas possible parce que les chaînes de production ont précommandé, parce que nous nous sommes abandonnés aux mains de l'Europe, qui est un lieu d'incapacité et de nécrose bureaucratique qui fait qu'il n'y a pas de vaccin pour tout le monde. Mais le chef de l'État en France aurait pu dire, eh ben écoutez, pour cette fois-ci, puisque 2 pays ou 3 le demandent, nous en sommes à 40, il faut que la licence de vaccin soit libre. Parce que nous, Français, nous serions capables d'en produire par milliers. Ça n'aurait pas accéléré pour maintenant la fabrication. Eh bien si, je vais vous tromper totalement. Pour l'instant, en France, tout ce qu'on fait, c'est mettre en flacon des vaccins qui sont fabriqués en Allemagne. Mais nous sommes capables de fabriquer des vaccins. On était capable de faire des masques en tissu. Pourtant, on a été pleuré auprès des Chinois pour en avoir. On est capable de le faire. Il y a les entreprises en France pour faire tout ça. Donc arrêtez le misérabilisme qui consiste à chaque étape à dire on ne sait pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on ne sait pas. Non, si on sait, seulement il n'y a jamais eu aucune planification. Parce que, par idéologie, le chef de l'État pense que seule la main invisible du marché peut régler les problèmes et pas la réquisition des entreprises. Parce que seule l'Europe est capable de réquisitionner, d'accepter des vaccins et pas la France. Expliquez-moi voir. Pour quelle raison? Alors que depuis le mois de novembre dernier, une mission française est allée en Russie et a dit ce vaccin fonctionne, pourquoi en est-on actuellement, au mois d'avril encore, à dire on attend l'autorisation de l'Europe. L'autorisation, pourquoi, s'il vous plaît? Ce sont les règles françaises du médicament. Un médicament ne peut être mis sur le marché que si l'Agence européenne du médicament a donné son accord. Alors que oui, mais vous savez pourquoi? Puisque je vous vois bien savant. Savez-vous que la santé n'est pas du domaine... Mais c'est un compliment, acceptez-le. Bon, la santé n'est pas du domaine de l'Europe, je suis d'accord. Bien documenté. Savez-vous pourquoi c'est comme ça? Parce que, alors que la question de la santé n'est pas de compétence européenne. Absolument. Voilà, mais c'est du commerce, donc c'est de compétence européenne. Vous êtes savant vous-même. Non, moi j'ai aucun mérite par rapport à vous, j'ai juste été député européen et je m'intéresse aux questions européennes sur lesquelles j'interviens très régulièrement. Et par conséquent, voici que le vaccin étant considéré comme un médicament, comme une marchandise, nous devons attendre l'autorisation de M. Spoons et de Mme Truc dans un bureau qui ralentissent, écoutez-moi, l'accès au vaccin. Parce que j'accuse cette bureaucratie aujourd'hui d'avoir une responsabilité dans le fait que notre peuple est démuni de vaccins. Alors, je voudrais qu'on avance. Vous avez parlé de désobéissance tout à l'heure, de révolte, de non-respect des mesures. Je voudrais qu'on écoute votre camarade François Ruffin, qui est, comme vous, député La France Insoumise. C'était à l'Assemblée nationale.
Votre discours, je ne l'accepte plus. Comme des millions de Français qui se faufilent dans les rues, qui se retrouvent en cachette, je n'obéirai plus. Je ne reconnais plus votre autorité. Au nom de la vie, vous devenez mortifère. Alors, il dit au gouvernement, à l'Assemblée nationale, qui est le temple de la démocratie, il dit « Je ne reconnais plus votre autorité » au gouvernement. Est-ce que c'est bien républicain comme comportement ? Écoutez, je vous propose de l'interroger vous-même. Et de l'inviter sur votre plateau et de lui demander le fond de sa pensée. Mais attendez, mais moi, c'est pas l'armée, mon truc, c'est un groupe parlementaire. Les parlementaires s'expriment chacun librement. Donc, il s'est exprimé à sa manière, et je n'ai pas l'intention... Est-ce que vous auriez prononcé les mêmes mots que lui, par exemple ? Moi, non. Moi non. Pour dire les choses clairement. Non mais attendez, François remplit un rôle d'éclaireur que je juge fondamental. François exprime quelque chose qui est dans la population française. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Exactement. Il est légitime que je vous demande si vous comme lui. Si vous me demandez à moi, est-ce que vous prenez la désobéissance civile ? C'est pas ça que vous faites. Alors maintenant, c'est ce que je fais maintenant. Non. Maintenant, vous avez commencé par autre chose. Ce que vous espérez, c'est que Ruffin ayant dit une chose, moi je dise le contraire, et demain on puisse avoir un petit buzz. Mélenchon et Ruffin, la guerre, allez vous faire voir. Ma question. Pourquoi vous me parlez comme ça ? Mais parce que votre procédé est fourbe. C'est normal. Vous êtes tous les deux députés du même groupe. Il dit une chose. Je voulais savoir si vous étiez. Mais vous savez que nous sommes deux personnes différentes. Vous l'avez remarqué, comme vous et votre copain là qui est à côté. Je l'ai tout à fait remarqué. Pas aux deux en même temps. Je l'ai tout à fait remarqué. Donc je vous demande, vous, candidat à la présidence de la République, vous ne prônez pas la désobéissance civile. Mais vous venez vous-même de donner la réponse. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Par définition, je ne peux pas appeler à la désobéissance. Pour deux raisons. La première qui est liée à ma situation singulière. La seconde est que j'ai observé que dans toutes les périodes de crise, les sociétés se serrent les coudes. Et que mon devoir est toujours de proposer une manière de serrer les coudes qui nous permette de sortir par le haut. Et je n'arrête pas de faire des propositions. Ça fait des mois que j'en fais. Nous avons déposé, notre groupe, inclus François Ruffin, 14 propositions de loi. Nous avons fait un rapport sur le bilan du premier confinement. Nous avons fait des propositions dans tous les domaines. Elles ne sont jamais prises en compte. Alors je comprends qu'un homme comme François, qui est l'expression de quelque chose qui est sur le terrain, que mes Marseillais qui sont venus faire un carnaval à 6500... C'est la prochaine question. Non, mais c'est le même sujet. François Ruffin exprime à ce moment quelque chose qui gronde dans le pays. Ça vaut donc mieux, pardon, si je vous ai répondu un peu vivement, que de nous opposer, lui et moi. Nous disons deux choses qui sont présentes dans le pays. Le pays tout entier a besoin de sortir par le haut de la crise. Pour ça, il faut planifier, organiser, tenir parole, ne pas mentir comme le fait sans cesse le gouvernement. Et d'un autre côté, il faut entendre le fait que les Français ne croient plus à la parole officielle et en ont assez d'être traités comme des enfants. On est d'accord, mais ne plus croire et désobéir, c'est pas la même chose. Parlons de Marseille. Vous parliez de ces images du carnaval à Marseille, on va les revoir, même si elles ont énormément circulé et sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels. C'était le 21 mars, 6500 personnes environ rassemblées en plein centre de la cité phocéenne. Pas beaucoup de respect des gestes barrières, de distanciation, pas de masque, une euphorie que beaucoup ont jugée irresponsable, qui a provoqué un tollé dans la classe politique, mais pas vraiment chez vous. Jean-Luc Mélenchon, vous avez notamment déclaré ceci: les gens qui vont faire un carnaval le font en responsabilité et ils ont raison de rire au nez des bonnes consciences qui leur font des reproches. J'ai parlé de cette phrase-là à Séverine, notre Marseillaise que je vous ai présentée tout à l'heure, et elle n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Non. Elle voulait vous le dire. Sans blague. Non, mais je pensais que vous alliez peut-être voir... Moi, je respecte beaucoup la liberté. Je trouve que la liberté, c'est très important. Cependant, on ne peut pas, quand on est une personnalité politique et qu'on parle au nom, on a une autre posture. On ne peut pas dire « ils ont raison ». Enfin, je suis désolée, aujourd'hui à Marseille comme ailleurs, on est en rouge écarlate, on a des écoles qui n'arrêtent pas de fermer, on a des cas tous les jours. Cautionner de ne pas avoir de masque, de ne pas respecter les gestes barrières avec des enfants, des adultes, quand il y a un virus qui circule beaucoup en ce moment, on ne peut pas dire ils ont raison. C'est intéressant ce qu'elle dit, elle nous dit quand on est Jean-Luc Mélenchon et qu'on veut être candidat à la présidentielle et qu'on a la posture que vous avez, on ne peut pas dire ça. Voilà. Donc, tout est dit, non ? Non, mais que lui répondez-vous ? Faudrait savoir, puisque tout est dit. Bon, alors moi j'entends parfaitement ce que dit cette dame, et je serais pas loin, à titre d'homme, de dire comme elle, écoutez là, vous charriez un peu, quoi, parce que on dit les gestes barrières, vous en fichez, etc. Mais je suis pas là, moi, je suis lassé du fait qu'on nous demande
de n'intervenir que pour faire les chiens de garde de la politique du gouvernement. Monsieur Mélenchon, dites-vous aux gens d'interdire ceci. Dites que vous êtes d'accord pour supprimer cela. Mais quand moi je fais des propositions, quand je fais des plans pour qu'on ne soit pas contraint à cette vie de chien, à cette vie nulle qu'on nous fait vivre depuis 1 an. Alors là, non, on ne me demande pas mon avis. Vous me le demandez à cet instant. Je ne suis pas le papa ni la maman de ces 6500 personnes qui sont des adultes. Dites-vous bien que des adultes, des gens qui assument leurs responsabilités, ne sont pas les enfants à qui nous serions censés, vous, classe médiatique, et nous, responsables politiques, d'aller faire la leçon et de les infantiliser. Je n'ai qu'une chose à dire à chacun, respectez les gestes barrières. Peut-être que ça vous fait suer, mais enfin, on prend plus de risques, paraît-il, en ne les respectant pas qu'en les respectant. Alors faisons ce petit effort. Vous voyez, à côté de moi, puisqu'on est à la télé, il y a un masque. Je vais le remettre dès qu'on sort de ce plateau. Je dis donc à chacun, faites l'effort de vous insérer dans le collectif. Mais je dis à ceux qui sont sans arrêt en train d'infantiliser le peuple français, ça suffit. Et ça suffit de rameuter des plateaux pour venir montrer du doigt des gens, les punir, les culpabiliser, ça suffit. Hier soir, il y avait dans un petit parc non loin de chez moi, à 19h30, une dizaine de papés assis sur les bancs. Qui était là, qui à lire, qui a regardé les gens passer. Il était 19h30 jusqu'à l'arrivée du gardien qui a fini par dire « Écoutez les gars, allez-vous-en de là ». Alors ils se sont levés, bonasse en disant « Ah, vous nous faites suer, etc. » Il était 19h30. Attendez-vous dorénavant à ce que les gens ne supportent plus cette discipline et arrêtez de les engueuler. Parlez-leur avec plus d'affection. Faites-leur comprendre qu'on peut s'en sortir autrement. Je ne suis pas là pour servir de roue de secours à ce menteur de M. Véran ou à ce pauvre M. Castex qui ne sait plus où il en est. Mais quand il dit qu'il faut porter un masque, Olivier Véran, c'est pas un menteur, vous l'avez dit vous-même. Eh ben, il est bien que vous soyez là, mais le problème, c'est que vous êtes là qu'au moment qui vous intéresse. Mais il y a quelques mois de ça... Moi ? Oui, vous, c'est à vous que je parle. Il y a quelques mois de ça, dans l'hémicycle, M. Véran refusait de répondre quand on lui disait « L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut... tester encore. Ils ne répondaient plus. On leur disait, il faut mettre des masques. Ils disaient, oh, ça sert à rien. Il faut tester. Ces gens-là, depuis, ont changé d'avis. Mais monsieur, vous, moi, nous suivons, parce que c'est notre boulot, vous êtes journaliste, moi je suis responsable politique, alors tous les jours on me donne des papiers, des fiches, et il faut que je vois où on en est, les taux de ceci, les taux de cela. Mais les braves gens qui écoutent, eux, ils ont toute leur vie à gérer. Hein? Alors ils sont pas là tous les jours à lire les papiers et tout ça, et ils écoutent les voix officielles. Alors qu'est-ce qu'il dit ce monsieur à la télévision, que c'est le ministre, qu'il a l'air si intelligent? Un jour il dit que les masques servent à rien, le lendemain que s'ils servent à quelque chose. Qu'est-ce qu'il va nous dire demain? Les gens ne les croient plus. D'accord. Donc il faut donc, écoutez-moi, il faut une autre pédagogie politique. D'accord. La France n'est pas une start-up. Elle est composée de 67 millions de personnes qui réfléchissent avec leur tête et qui ont besoin d'être convaincus, parce que dans une démocratie, on doit convaincre les gens. Et les gens ils sont braves comme pas un. Ils ont tout accepté, tout subi, se sont enfermés entre eux alors que c'était invivable. Et maintenant, ils n'en peuvent plus. L'intelligence politique, c'est de trouver une porte de sortie. Pas de faire comme fait M. Macron, qui se cache en disant pourvu que ça s'arrange tout seul, parce que comme ça, je ne serai pas obligé de confiner. C'est ça qu'il se dit. Où sont les vaccins, M. Macron? Qu'est-ce que vous faites? M. Netanyahou, il appelait nuit et jour les responsables qui produisent des vaccins pour en avoir pour son pays. Et vous, qu'est-ce que vous foutez? Vous avez dit, vous entendiez avec Mme Merkel, et Mme Merkel, elle a dit qu'elle est prête à prendre du vaccin russe à la première occasion. Les Hongrois l'ont déjà fait. Les Italiens disent qu'ils vont le faire. Ah, parce que c'est russe, vous en voulez pas. Tant que vous n'avez pas l'autorisation du président des États-Unis d'Amérique. Je précise que Christian Estrosi vient d'en commander pour la ville de Nice. Alors, ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes une sorte de question à vous tout seul, n'est-ce pas, Adrien? Absolument. Et d'ailleurs, on va parler de vous, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas très intéressant. Mais si, ça va l'être. Vous allez voir. Vous vous intéressez pas. Je ne sais pas quel est votre rapport à votre ego, mais j'ai posé à nos observateurs citoyens la question rituelle de savoir ce qu'ils pensent de vous. Alors, du vôtre, qu'est-ce qu'ils en ont dit de votre ego? Parce que vous êtes tous les jours là devant la télé. Oui. Je suis pas candidat. Non, mais vous êtes là. Est-ce qu'on peut mais c'est bien ça l'avantage, c'est que vous êtes candidat à rien, vous êtes nommé. Voilà, nous on s'intéresse à vous parce que c'est la démocratie. On y va. Oui, c'est la démocratie, comme il dit. Mais justement, dans les rédactions aussi, il devrait y avoir de la démocratie. Ça serait bien qu'on vote de temps à autre. Et que les gens qui payent la redevance puissent voter pour désigner sur une liste d'aptitude, évidemment. Bien sûr. Tout le monde n'est pas journaliste, c'est un métier. Et que jugera qui? Bon, bref, c'est pas le débat, avançons. Mais si on peut
avoir le débat, tenez. on peut avoir tous les débats. Totalement hagiographique dans ce qu'on va entendre dans un instant, mais pour autant. Non, mais ça va être la surprise pour moi. Ne me dites pas que ça ne sera pas des compliments qu'on va entendre sur moi. Vous allez, des critiques. Vous allez voir. Vous allez voir. Il y en a quelques-uns, Jean-Luc Mélenchon, puisque pour nos observateurs citoyens, vous êtes déjà un personnage. Alors pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est un personnage politique que tout le monde connaît. C'est un personnage. Donc à partir de là, il vit grâce à ce personnage. C'est l'image d'un personnage avec un fort caractère, un fort tempérament, avec beaucoup de conviction. Il y a un orateur quand même qui a des qualités en tant qu'orateur. Je pense qu'en fonction de son auditoire, il doit parfois un peu arranger les choses pour être aimé. Par contre, je connais énormément de gens à qui il fait extrêmement peur. Moi, j'ai rarement vu des gens avoir peur vraiment de personnalités politiques. Il est clair qu'il est là depuis longtemps, au contact, selon moi, avec les habitants. Mais qui est peu rassembleur. Et du coup, je crois que c'est un petit peu son talon d'Achille, ça. Je pense qu'il n'est pas capable aujourd'hui de soutenir une autre personne que lui. Il incarne trop Jean-Luc Mélenchon. Je pense que pour faire de la politique, il faut penser beaucoup à soi. Et là, pour le coup, la gauche qui a besoin de se renouveler, qui a besoin de changer, qui a besoin de retrouver un peu ces hommes et ces femmes de tête, à un moment donné, il faut qu'ils soient ensemble parce que sinon, je ne crois pas que de façon isolée, ils arriveront finalement à faire grand-chose. Le personnage Mélenchon, vous voyez qu'il y a des choses positives quand même dans ce qui a été dit. Je sais pas, c'est positif d'être un personnage. Je ne sais pas, ça vous jugerez vous-même, mais en tous les cas... Au bout de 3 campagnes électorales présidentielles, si j'étais pas un personnage, on dirait mais ce type est transparent. Vous faites peur à certains, on l'a entendu. Oui. Et puis il y a Anne qui nous dit il n'est pas capable de soutenir quelqu'un d'autre que lui-même. Voilà. Est-ce que elle a raison, Anne? Est-ce que vous êtes hermétique au rassemblement? Ah, voilà. Alors, c'est pas la même chose. Non, mais ce sont deux questions. Alors d'abord, je commence par dire une chose. Il est normal que je sois un homme clivant. Ce sont les circonstances qui m'ont sélectionné. Et j'ai été sélectionné par les circonstances parce que je clivais. Au lieu de m'abandonner mollement à ma vie tranquille de socialiste de l'époque, j'ai rompu. Et j'ai monté avec beaucoup d'autres, ce qui s'appelait le Front de gauche. Et à partir de là, quelque chose a commencé, c'est la renaissance d'une gauche de rupture avec le capitalisme et le productivisme en France. Bon, voilà, ça oui, j'assume et j'en suis fier. Mais évidemment, il y a un prix. C'est que vous bousculez tout et tout le monde. Et par conséquent, le nombre de gens qui vous en veulent après ça est considérable. Car contrairement à ce qui a été dit, on dit il n'est pas rassembleur. Ça m'amuse parce que c'est normal que je sois clivant et peut-être qu'on retienne ça de moi. Mais enfin, je pense qu'à partir de 4 millions de voix en 2012, 7 millions en 2017... C'est un certain petit talent, j'en conviens, pas très grand, mais qui fait que j'ai eu plus de voix en 2017 que M. Chirac, à l'année où il a été élu président de la République. C'est vous dire, après le premier tour. Et puis, on a avancé 2 autres mots. Est-ce qu'il m'est permis une fois, quand même, de dire à mon avantage, vous pouvez citer, vous deux, au moins 5 ou 6 noms insoumis. Tout le monde connaît François Ruffin, tout le monde connaît Clémentine Autain, tout le monde connaît Mathilde Panot, tout le monde connaît Éric Coquerel, Corbière, et j'en passe, je suis en train d'en oublier, j'en suis malheureux. Caroline Fiat, puisqu'elle était assise il y a un instant à côté de moi. Donc vous voyez que nous avons su non seulement rassembler des gens extrêmement différents, sans que en 4 ans, il y ait eu un incident de vie du groupe, sous mon autorité de président. Donc cela prouve que je sais faire fonctionner des équipes composites. J'ai aucun mérite, j'ai appris. J'ai été président de groupe municipal, président de groupe cantonal, et me voilà maintenant président de groupe à l'Assemblée nationale. Pardon, je finis. Je vous propose qu'on Alors on dit, sur le donc renouveler de les têtes et pas rassembleur, je trouve que ça s'applique pas à moi. Alors évidemment, la gauche est en poussière. Mais je vous l'avais annoncé et je m'efforce de reconstruire quelque chose qui est plus grand que la gauche. Alors on va en parler parce que après le pataquès de la semaine dernière sur les réunions non mixtes, les déclarations des uns et des autres, Yannick Jadot, hier constatant que ça n'allait pas bien, a proposé à la gauche de se reprendre et de se parler pour de vrai, en face à face. On écoute Yannick Jadot, c'était hier matin sur France Inter. Je veux lancer un appel à Anne Hidalgo, à Olivier Faure, à Julien Bayou, à Christiane Taubira, à Jean-Luc Mélenchon. Il faut que dans les jours qui viennent, on se mette autour d'une table, qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on se mette d'accord pour construire le grand projet d'espérance dont nous avons besoin pour 2022. Est-ce que vous irez à cette rencontre? Je sais que vous vous êtes parlé cet après-midi, vous vous êtes dit quoi? Oui, ça vous regarde pas.
Je vais vous dire les conclusions sur lesquelles nous sommes. C'est de la politique, ça nous regarde un peu. Et alors, la politique, c'est pas que... Alors les conclusions, vous avez raison. C'est la tyrannie. Les conclusions, la transparence absolue. Vous avez parfaitement raison. Ouais, moi, je vous l'accorde. Ah oui, c'est comme ça, la vie. Je vous l'accorde. Ah, quand même, vous voyez, on arrive à tirer quelque chose de vous. Alors, commençons d'abord par dire que... non, je ne suis pas d'accord avec votre présentation. Les déclarations des uns des autres, de quoi vous parlez? Il y a une opération, un coup monté par l'extrême droite et les macronistes. Est-ce que vous voulez bien me répondre? Vous avez dit, je vais dire les conclusions auxquelles on est. Alors dites-moi les conclusions et puis de toute façon on en parlera de cette situation. Ah bon? Pourquoi pas maintenant? Parce que si vous voulez, on va répondre à une situation qu'on n'a pas décrite. Il y a un coup monté qui a commencé sur un plateau de radio aussi, figurez-vous. Sur Europe 1. Voilà. La jeune présidente de l'UNEF vient, elle est invitée pour parler de la situation sociale des étudiants. Et après la première question, la deuxième, c'est les groupes de parole. Et tout d'un coup, suivant la tactique de combat qui est dorénavant celle de l'extrême droite relayée par les macronistes, on prend un mot et à partir de groupes de parole, on en déduit que c'est des groupes de parole interdits aux Blancs, c'est donc des réunions interdites aux Blancs. Et démarre une semaine folle où l'on voit une chose incroyable, en 4 jours, des organisations d'extrême droite et certaines organisations confessionnelles communautaires comme le CRIF demandent la dissolution de l'UNEF. La dissolution d'un syndicat. Dans ce pays, jamais aucun syndicat n'a été dissous, sinon dans les dictatures. À gauche, personne ne le demande. Ah ben encore heureux. Non mais donc vos partenaires, donc... Non mais vous avez tort, là vous embrouillez. À gauche, rien du tout. Mais écoutez-moi, personne ne le demande, mais toute une partie de la soi-disant gauche a refusé de défendre l'UNEF. Il a fallu que ce soit... je crois 500 anciens de l'UNEF. La soi-disant gauche, c'est le PS en l'occurrence. Mais bien sûr, mais c'est vous qui l'aurez nommé. Bien sûr, c'est eux. On a entendu certains dire que c'était à vomir les réunions, les groupes de parole. Ça existe depuis 1930. Et ça a été un progrès de la politique d'être capable d'intégrer les méthodes de la psychologie dans la politique. Moi-même, j'étais pas préparé à ça. C'était pas mon avis il y a 10 ou 15 ans. Jean-Luc Mélenchon, il y a un débat. Dans cette émission, il y a un débat. Le débat est organisé autour de ce thème, donc vous aurez tout loisir d'en parler avec Pierre-Henri Tavoyot qui va nous rejoindre tout à l'heure. Vous voyez, je lui cède ma place. Je lui cède ma place pour vous interpeller. Non, mais attendez, vous avez dit... Yannick Jadot propose que la gauche se rassemble. Est-ce que vous irez à... Beaucoup ont dit oui, Olivier Faure a dit oui. Rebelote encore un coup. Je peux dire, Benoît Hamon a dit oui. On n'a pas bien compris. Fabien Roussel a dit oui. Oui, on a bien compris. Ça y est. Et pourquoi vous êtes désagréable? Mais parce que je suis pas désagréable, c'est vous qui êtes désagréable. Je peux dire qui a dit oui ou non. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme ça, la politique ramenée à la simplification infantilisante. D'abord, commençons par tirer la leçon d'un événement majeur que vous n'avez pas tiré, que vous ne voyez pas et qui que nous je vois très bien, je vous remercie. Oui, mais c'est bon. L'événement, c'est le retournement de situation, monsieur le commentateur. Il y a une semaine, monsieur Jadot disait qu'il était candidat d'un espace entre Macron et Mélenchon. Et maintenant, je suis invité à participer à un espace qui me contient. Avouez que c'est un retournement de situation très intéressant. Très intéressant. De même, les Verts ont enfin compris, et j'en suis heureux, que les assauts de l'extrême droite, quand ils frappent, il vaut mieux se serrer les coudes tous que de donner... en quelque sorte, de la matière à l'offensive de l'extrême droite. Yannick Jadot a condamné, comme le PS, Yannick Jadot a condamné les réunions non mixtes. Il a dit que lui, il ne voulait pas pratiquer ce genre de choses. Nous verrons. On va en parler tout à l'heure, vous m'avez dit, je serai prêt à y répondre. Mais d'abord, commençons par ça. Deuxièmement, s'il y a des réunions, on ira. Pourquoi? Écoutez-moi, pourquoi? Mais parce que ça fait des mois qu'on propose qu'on se réunisse pour parler de quoi? De contenu de programme. Arrêtez la comédie sur l'union, parce que je sais à quoi elle sert. Elle sert juste à dire « Ah, il faut l'union, sinon vous avez perdu. » C'est pas prouvé. La confusion nous perdrait. Notre problème, ce n'est pas l'union ou la désunion, c'est l'abstention. Et l'abstention ne dépend pas du fait que nous tombions tous d'accord et nous sautions au cou. Ça fait des mois qu'on dit qu'il faut qu'on parle du programme. Alors, parlons des éléments du programme. Attendez, on est prêt à parler de tout, mais je ne veux pas qu'à la faveur des circonstances présentes, on fasse comme s'il n'y avait pas un danger extrême. Je propose qu'on commence, et c'est ce qu'on s'est dit tous les deux, et il m'a semblé qu'on en était d'accord, Yannick Jadot et moi, qu'on commence par dire que nous serrons les coudes face à l'offensive de la droite et de l'extrême droite, mais surtout des macronistes, parce que c'est eux les pervers qui lancent des débats, qui excitent sans arrêt. Est-ce que vous avez regardé la déclaration, je ne sais pas, on va parler de la mosquée après, c'est ça? Oui. Bon, alors on le verra tout à l'heure, mais cette déclaration invraisemblable de Madame Schiappa, qui dit que les prêches des imams doivent recommander les mariages gays, mais est-ce qu'elle oserait demander ça à l'Église catholique ou aux rabbins de France? Bien sûr que non. Elle confond tout, elle le fait pourquoi?
pour s'exposer à une réponse négative qui lui permette une fois de plus de montrer les musulmans du doigt. Par conséquent, la première tâche que nous avons à faire, et c'est ce que je dis à Yannick Jadot et à tout le monde, il faut se regrouper pour faire face à l'offensive de l'extrême droite et des macronistes. Je donne une date. Le 7 avril prochain, nous tiendrons une nouvelle réunion des organisations qui sont prêtes à faire face à l'offensive contre la liberté. La dernière fois, tout le monde est venu, sauf Europe Écologie Les Verts, le PS et le PC. Donc ça là, suffit. Vous irez dans une réunion avec Olivier Faure, avec Yannick Jadot, avec Mais pourquoi n'irais-je pas? Je n'ai pas peur de parler. Mais je vous demande. Écoutez, il y a quelques mois encore, mais ça va se retourner contre ceux qui organisent ça. Ça sera quand, cette réunion? Moi, pour l'instant, je parle des libertés. Je ne sais pas quand elle aura lieu. Il y aura des réunions, on ira. Mais je demande à chacun de bien réfléchir. Les réalités qui nous opposent ne sont pas nos caractères. Nos caractères sont ce qu'ils sont. Ce sont nos programmes. Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, je suis le programme L'Avenir en commun. C'est-à-dire que sur l'Europe, je n'ai pas changé ma position. Par conséquent, si on fait une réunion pour qu'à la sortie on dise on est d'accord sur rien, quel est l'intérêt de faire une réunion? Donc, si j'essaye de synthétiser votre pensée foisonnante et complexe, vous êtes d'accord pour parler... Pourquoi dites-vous qu'elle est foisonnante et complexe? Il me semble qu'elle est d'une très grande simplicité. Il y a des réunions, j'irai. Je demande qu'on se coalise pour défendre la liberté. Vous irez dans une réunion pour parler de fond et de l'offensive de l'extrême droite, mais en aucun cas, vous n'accepterez de reparler de votre candidature qui, quoi qu'il arrive, aura lieu. C'est ça. C'est ça que vous avez entendu. C'est ça le résumé que vous faites de ma pensée foisonnante et complexe. Oui, enfin, c'est la conclusion que j'en ai tirée. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Ah bah peut-être. Eh ben tant pis pour vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr d'être candidat. Tout le monde m'a entendu et a sûr. compris ce que j'ai dit. J'ai pas besoin de répondre à une réduction de ma pensée à une idiotie comme celle que vous venez de prononcer. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Je suis à votre disposition pour les suivants. Donc vous êtes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr d'être candidat. À l'issue de cette réunion, vous pourriez ne pas être candidat. Oui, parce que je compte participer à la prochaine élection du pape, et puis qu'auparavant, je ferai un voyage à Mars. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'ai une dernière question sur les régionales, si vous voulez bien y répondre. Je réponds à tout, vous remarquez. Très bien. Par contre, je ne supporte pas vos réductions, j'ai le droit, non? Ah, tout à fait. Bon, le Conseil sanitaire laisse au gouvernement le soin de décider s'il faut voter pour les régionales et les départementales, prévues à ce stade le 13 et le 20 juin. Qu'en pensez-vous? Bon, le conseil scientifique, il a compris le risque. Castex a dit, je ferai exactement ce qu'ils disent, les gars. Absolument, il ne veut pas être récupéré. On est scientifique, c'est à vous de prendre une décision. Et en effet, ils ont raison. Une décision concernant des élections, c'est très lourd. C'est la démocratie. Il y en a eu 140 d'élections en situation de Covid. D'où la position qu'on tient depuis le début, c'est pas d'élection sans campagne électorale. Bon, parce qu'une élection, c'est pas une formalité administrative. Il faut qu'il y ait un échange. Bon, alors... Est-ce qu'on peut voter en période de pandémie? C'est possible. Ça s'est fait dans plein de pays, mais il faut se donner les dispositions pour ça. Premièrement, pour qu'il y ait une campagne. On avait fait la proposition à M. Debré quand il avait posé la question. Alors, quelles sont ces dispositions? Par exemple, 2 professions de foi qu'on enverrait. Par exemple, le service public de l'information pourrait organiser un débat contradictoire par semaine et par région. Ça ferait autant que nos milliers de meetings ou de réunions. Et ensuite, quand aura lieu le jour du vote, on pourrait par exemple organiser une forme de, premièrement, de telle heure à telle heure, les personnes les plus vulnérables. Deuxièmement, par paquet de gens, c'est-à-dire de A à M, de M à Z, deuxièmement. La rotation que vous proposez pour le reste de la société. Et troisièmement, on pourrait mettre les méthodes de prévention, c'est-à-dire des machines à purifier l'air partout, et puis les masques, vous savez, FP, je ne sais quoi là-dedans. Comme le vôtre. Comme celui que j'ai là. Absolument. Qu'on mettrait à la disposition des gens en enfant. C'est pour dire que c'est possible d'organiser dans des conditions qui sont, après tout, peut-être moins risquées que d'entrer dans un magasin. Si vous êtes consulté par l'exécutif, vous direz oui, il faut voter. À ces conditions-là. Je lui dirais, prenez vos responsabilités. Nous vous avons dit, et vous voyez, merci d'aborder le sujet comme ça, parce qu'ils inventent toujours des pièges. Ils font une réunion, tous les X, et on vient et on nous donne des nouvelles que, par ailleurs, on pourrait aussi bien donner à l'Assemblée nationale elle-même. Et ensuite, quand vous ressortez de là, on vous dit « Ah ben oui, mais on vous a prévenu, vous étiez d'accord ». C'est ce qu'ils m'ont fait la dernière fois pour les élections municipales. J'avais dit à l'époque à Édouard Philippe, 1 fois, mais pas 2. Okay. Nous n'en avons jamais parlé et vous me l'avez imposé. Donc, attendez, je termine juste en une phrase qui résume ma pensée foisonnante et complexe. Pierre-Henri Tavoyot,
Oui, juste, Il faut du temps. Ma pensée foisonnante et complexe doit être résumée comme vous l'avez fait tout à l'heure. Donc, on peut organiser des élections. Je n'ai pas dit qu'on y est obligé, mais je n'accepterai pas des élections ce jour-là si les conditions que je viens d'énoncer ne sont pas respectées. Voilà qui est clair. Alors, c'est l'heure de ce qu'on appelle entre nous... Ah, c'est bien, je suis clair. Oui, exactement, bien que foisonnant. C'est l'heure de ce qu'on appelle entre nous le direct citoyen. On s'est dit qu'on l'a pas inventé pour vous, mais je me disais que ce nom pourrait vous plaire. Absolument, et on file à Annecy, où nous attend Antoine Demeyer, conducteur de bus. Alors, c'est pas un secret de dire que Antoine n'a jamais voté pour vous, Jean-Luc Mélenchon, et qu'il en a un petit peu marre globalement de la classe politique. Et il va nous dire pourquoi. Mon cher Antoine, vous avez écouté Jean-Luc Mélenchon. Qu'auriez-vous envie de lui dire? Pouvez-vous nous expliquer et lui expliquer pourquoi vous êtes un déçu de la politique? Donc d'abord, bonsoir Adrien, bonsoir Gilles et bonsoir Monsieur Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Alors, donc moi, ce qui me gêne en fait, et tous les politiciens en général, des promesses qui ne sont jamais tenues. Ça a été Monsieur Sarkozy qui a fait des promesses, Monsieur Hollande a fait des promesses, Monsieur Macron a fait des promesses, et c'est toujours des promesses non tenues. Et là, on arrive à saturation et on perd tous confiance, malheureusement, dans tous les hommes politiques. Vous vouliez parler précisément aussi des usines, je crois. Ces promesses s'appliquent aussi à ce domaine-là et ça vous tient à cœur. Oui, alors effectivement, ça me tient à cœur et malheureusement, ça va viser un petit peu Monsieur Mélenchon. Je vais lui proposer un petit retour en arrière. Donc le 16 avril 2016, l'usine Akers de Berlaymont. Je ne sais pas s'il se souvient. Attendez, j'ai pas où. Akers, l'usine Akers de Berlaymont. On était en quelle année, Antoine? 2016. Dans le Nord. 2016. Alors, on était en 2016, dans le Nord. 16. D'accord. Oui. D'accord, allez-y. Voilà, donc vous êtes venu, en fait, l'usine était sous d'une fermeture. Vous êtes venu, vous aviez été invité ce jour-là donc par les syndicats. Vous êtes arrivé un samedi matin, il y avait 200 personnes, dont moi, j'étais présent ce jour-là. Vous êtes monté sur une chaise et vous avez fait un très beau discours qui a duré environ 15 minutes. Et durant ce discours, vous avez fait des promesses. Et sur ces promesses, vous disiez, ne vous inquiétez pas, on est à côté de vous, on va continuer à se battre, votre usine ne fermera pas. Le problème, c'est que 3 semaines après, liquidation judiciaire, l'usine ferme, et par contre, plus de nouvelles de votre part. Plus de nouvelles de la France Insoumise. Ça m'étonnerait. Jean-Luc Mélenchon vous répond. Oui, d'abord, je commence par le premier point. Vous avez tort de dire que les promesses ne sont pas tenues. Monsieur Macron a tenu ses promesses. Il avait prévu de saccager le code du travail, il l'a fait. Il avait prévu de réduire vos retraites, il a essayé de le faire. Par conséquent, il a tenu ses promesses. Et il n'est pas le seul. Monsieur Sarkozy avait fait des promesses et il les a tenues. Travailler plus pour gagner plus, donc il a défiscalisé les heures supplémentaires, ruiné en partie la sécurité sociale, etc., etc. Donc les promesses sont tenues. Chaque citoyen est appelé à la vigilance, chaque homme, chaque femme, et à étudier les programmes. Et c'est pas le problème qu'ils soient pas mis en œuvre, c'est qu'il faut d'abord comprendre ce qu'il y a dans le programme, parce qu'ensuite la plupart le font. Alors ce qu'ils ne tiennent pas, c'est qu'ils vous disent, grâce à moi, vous aurez du travail, vous aurez l'équilibre des comptes sociaux, etc. Mais c'est à nous, au moment où nous votons, d'évaluer si c'est vrai ou pas. Alors, on me dit que vous n'avez pas voté pour moi. Cependant, si vous l'aviez fait, comme si vous ne le faites pas, vous remarquez une chose, je n'ai pas été élu. Je n'ai donc jamais eu la responsabilité politique d'appliquer mon programme. Et je suis d'accord pour dire qu'il représente une telle rupture avec le monde dans lequel nous vivons que on doit le regarder avec attention. Parce que si vous votez pour moi, je ferai ce qui est écrit dedans, comme les autres l'ont fait. Donc regardez bien, et ça dépend de votre responsabilité de dire « Oui, allez, Monsieur Mélenchon doit appliquer ce programme avec ses amis, vous avez vu que j'ai une belle équipe pour gouverner. » Déjà dans votre usine, monsieur, je crois que j'ai quelques amis. Je ne crois pas qu'ils aient abandonné la lutte, à aucun moment. Moi, on m'a dit de venir, on m'a dit « Viens, ça fait du bien au moral ». J'ai dit « Les gars, j'ai aucun pouvoir, qu'est-ce que je vais faire ?» On m'a dit « Viens, dis quelques mots, ça donne du courage pour la lutte ». Et je n'ai jamais dit « L'usine ne fermera pas ». J'ai dit, si on lutte, on a une chance qu'elle ne ferme pas. Alors après, monsieur, l'usine est fermée, je viens vous voir quand vous voulez, mais ne m'en veuillez pas à moi, qui ne suis responsable de rien que d'être venu vous soutenir de la fermeture de votre usine. Prenez-vous-en, mordez la main de ceux qui vous battent, au lieu de le faire avec ceux qui vous aident. Ceux qui vous ont battu, ceux qui ont fermé votre usine, ceux qui vous ont traîné de cette manière-là. Pas moi, qui suis venu avec les autres,
qui prend du temps pour faire tout ça et qui me met à la peine alors que je pourrais faire autre chose, vous le savez aussi bien que moi. Mais c'est ma vie d'être avec vous, même si vous ne votez pas pour moi. C'est ma vie de dire qu'il faut défendre les travailleurs et c'est la cause que je veux incarner. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous par oui, par non. Est-ce que vous voterez pour Jean-Luc Mélenchon en 2022 ? Ah non, faites pas ça, répondez pas. Mon choix n'est pas encore fini. Par contre, je suis d'accord avec lui sur la critique. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été... Le vote est secret, monsieur. Avec nous, le vote est secret. Leur dites pas. On peut quand même poser la question. On va revenir sur une polémique maintenant, Jean-Luc Mélenchon, si vous le voulez bien. En Alsace, la mairie écolo de Strasbourg a accordé une subvention pour la construction d'une mosquée portée par l'association Miligorus, association proche du gouvernement d'Ankara et de son président Erdogan. Anne, notre chef d'entreprise, qui elle habite en Alsace, à côté de Strasbourg, est choquée par cette décision et elle nous dit pourquoi. Moi, ce qui me choque à titre personnel, c'est que l'association qui diligente et qui s'occupe de l'investissement de cette mosquée a refusé, d'une part, de signer la charte pour l'islam en France et qu'elle est très impliquée pour que la Turquie sorte de cette fameuse convention par rapport aux violences faites aux femmes. Cette association, elle va trop loin, elle ne respecte pas les valeurs républicaines. Et ça, pour moi, c'est important et grave de le noter. Est-ce que ça vous choque, cette histoire de mosquée, Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr, mais... Est-ce que c'est une ingérence de la Turquie ? Qu'est-ce qui vous choque ? Il vaut mieux, parce qu'avant de commencer sur l'ingérence, moi je suis pas responsable des services secrets du pays, j'en sais rien. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise. Non, ce qui me choque, c'est que il faut étendre impérativement à l'Alsace et à la Moselle les bienfaits de la loi de 1905. Donc supprimer le Concordat. Absolument. Parce que c'est le Concordat, une décision de Napoléon Ier, qui avait bien des objectifs et certains un peu tordus, notamment à l'égard de la communauté juive, qui a instauré ce régime où on finance les cultes. Puis les Allemands nous ont occupés et ils ont maintenu cette disposition pour pas trop choquer les gens. Puis nous avons libéré l'Alsace et la Moselle et on a dit on n'enlève pas ça parce qu'il y avait un accord qui se faisait à l'époque autour d'une coalition majoritaire de droite. C'est pas moi qui vous pose la question, c'est Anne. Elle souhaite que la municipalité de Strasbourg, à côté de laquelle elle habite... Vous savez que j'ai compris ce qu'elle a dit. Je sais. Mais d'accord. Non, c'est juste parce que si vous sentez obligé de répéter... Non, mais je voudrais qu'on gagne du temps parce que je tiens à ce qu'on fasse le débat. Parce que je sais parfaitement de quoi on parle et je comptais y répondre. Eh bien, ça tombe bien. Voilà. Alors, je suis contre le fait qu'on finance les établissements religieux. Et c'est pourquoi je parle d'étendre à l'Alsace les bienfaits de la loi de 1905, qui est une loi d'apaisement. Pourquoi d'apaisement ? Parce qu'elle ne nous oblige plus à avoir ce genre de discussion de fou. De savoir si telle religion c'est bien, telle autre c'est pas bien, telle association c'est bien ou c'est pas bien. Donc pour ma part, si j'avais été au conseil municipal de Strasbourg, je n'aurais pas voté la subvention, car je suis opposé au financement de toutes les religions, pas seulement l'islam, de toutes les religions, que ce soit les synagogues, les églises, les mosquées, ce n'est pas à nous de payer. Le Concordat, vous avez l'air de croire que souvent, que c'est une affaire d'Alsaciens. Mais non, c'est 65 millions par an, c'est pas les Alsaciens qui le payent, c'est tout le pays. Absolument. Et je suis contre le fait que nos impôts servent à payer des religions, d'autant que les religions sont parfaitement capables de collecter les fonds pour construire des lieux de culte. Et si elles en sont pas capables, il y a quand même un problème, je crois. Alors, donc voilà, pas de lieux de culte subventionnés et abolition du Concordat, telle est ma position. Ensuite, je voudrais que le gouvernement arrête ces provocations, parce que quand la mosquée, le chantier a commencé, que le permis de construire a été donné, le préfet n'a rien dit contre, le gouvernement de M. Macron n'a rien dit contre, le ministre de l'Éducation nationale a autorisé que la construction d'une école liée à la mosquée, une école donc religieuse sur la base du projet propre, spécifique à cette association. Et tous ces gens maintenant viennent fiche la pagaille en montrant tout le monde du doigt. Il fallait prendre vos responsabilités à temps. Maintenant, je vais vous dire, ça suffit. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai donné mon exemple. Madame Schiappa qui vient dire, voilà, dans les mosquées, on doit faire l'éloge du mariage gay. Mais c'est ne rien comprendre à la loi. Pourquoi elle ne demande pas aux autres religions ? Parce qu'aucune ne l'accepterait non plus. Et il est normal que les musulmans, croyants à leur texte, ne veulent pas dire autre chose qu'est dans leur texte. Les lois comme celle sur le mariage pour tous, ou les lois sur le droit à l'avortement sont des lois de liberté. Vous le faites si vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit de demander au nom de la République
République à des gens d'appliquer des textes qui ne les concernent pas. Jean-Luc Mélenchon, il reste 8 minutes pour le débat, hélas, parce qu'on a pris un retard infini. Merci beaucoup, Adrien. Les questions complexes, des fois, nécessitent des réponses foisonnantes, cher ami. Voilà, je pourrais poser des questions bêtes, mais je préfère essayer de poser des questions... Elle était pas mal, si c'était ça le but. Ça, c'est vraiment... Vous êtes vraiment d'une amabilité, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Bien. Non, mais on se connaît depuis 30 ans. Oui, on était au PS ensemble, généralement, j'ai jamais été au PS de ma vie, et généralement, quand on se connaît depuis longtemps, on est aimable. Bref, décolonialisme... Je suis aimable, je suis taquin, c'est pas pareil. Vous aussi, vous êtes taquin, vous résumez ma pensée, vous fichez la pagaille dans mes réponses. Voilà, alors il y a donc des mots qui divisent la gauche, vous les avez cités tout à l'heure, décolonialisme ou universalisme. Dernière péripétie, les réunions dont vous avez parlé tout à l'heure. On a invité Pierre-Henri Tavoyot, qui est philosophe et président du Collège de philosophie, pour en débattre avec vous. Vous vouliez demander, je crois, des éclaircissements à Jean-Luc Mélenchon. Bon courage. Non, pas du tout. Moi, je suis très content d'être présent et de débattre justement sur le fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre votre position et la cohérence de votre position, parce que je crois comprendre qu'il y a 3 possibilités. Vous déclarez universaliste. Universaliste, c'est le genre humain existe, international, le genre sera le genre humain, et il n'y a pas de différence essentielle. Tous les êtres humains sont dignes. Semblables. C'est le mot semblable. Oui, semblable et digne, parce que la similitude n'est pas forcément. Deuxième thèse, alors effectivement, ce qu'on appelle le différentialisme. Le différentialisme, c'est se concevoir l'humanité, non pas comme une unité, mais au contraire comme une mosaïque, avec l'idée que chacun doit être chez soi et les vaches seront bien gardées. À mon point de vue. Oui, mais malgré tout, notons quand même que défendre les réunions non mixtes, ça pointe un peu dans ce côté. Non. Troisième position que vous avez aussi défendue, qui est une sorte, de motion de synthèse digne du PS, mais qui est une idée intéressante, c'est l'idée d'Édouard Glissant, la créolisation. La créolisation, c'est l'idée d'un métissage qui produit de l'inattendu. C'est quand les identités produisent des différences, quand les différences produisent des identités. Alors évidemment, ces 3 positions, vous les avez tenues, notamment la créolisation, je crois, dans un discours récent. Très récemment. Dans une interview dans Libé hier encore. Oui, elles sont intéressantes, mais elles sont assez largement incompatibles. Donc voilà, quel est le fil conducteur de votre pensée ? Et dans la continuité, parce que rappelez-vous ce que vous avez dit aussi avant. Oui. Alors, il est vrai que je suis comme tout le monde, et comme vous en particulier, c'est-à-dire que j'évolue. Je ne suis pas une brute qui a un point de vue et le défend tout le temps, quelles que soient les circonstances. Je rencontre les autres. En passant d'une chose à son contraire, parfois, sur certains thèmes. Ce n'est pas mon avis du tout. Et souffrez que je vous le dise. Vous confondez un mode d'organisation particulier, dans un temps particulier, les groupes de parole, qui sont des groupes de parole souvent exclusifs. J'assume le mot exclusif, parce que c'est ce qui rend le groupe de parole possible. Pour faire simple, regardons un groupe de parole de femmes victimes de violences. Le plus souvent, si c'est dans l'entreprise, si c'est ici ou là, on a appris, nous, les hommes, qui ne le croyions pas au début, ce qui était mon cas, qui étaient choqués par les réunions du MLF, qui étaient réservées aux femmes, eh bien j'ai compris depuis que ce type de réunion est la condition pour que la parole puisse se libérer. Maître, il faut bien considérer que l'effet premier du racisme ou de la discrimination, c'est terrible à dire, c'est que la victime intériorise le regard de l'ennemi, de celui qui l'a humilié. Et il faut donc qu'elle s'en libère par la liberté d'une parole entre victimes. Ça relève de la psychologie. Au départ, ça vient les groupes de parole, c'est une invention L'UNEF, c'est sa fonction, c'est sa mission. Alors, après... Non, mais c'est sa mission, l'UNEF, de faire ça. Non, mais attendez. Thérapeutique. Nous, dans la politique et dans le syndicalisme, c'était pas mon point de vue. Moi, j'ai évolué là-dessus. Nous avons fait venir à nous les techniques de notre époque. Il me semble que l'UNEF, comme un autre syndicat, il y en a d'autres qui le font des fois des groupes de parole de personnes discriminées, et à partir de là, dans le groupe de parole, en se libérant du regard des autres, ils peuvent aller aux autres ensuite, libérer du poids de l'oppression qui pesait sur eux. Autrement dit, le groupe de parole est la porte d'entrée de la lutte pour l'émancipation, qui ensuite, bien sûr, va se mener dans la société, pas dans le groupe de parole. Il n'y a rien qui vous gêne là, parce que, vous voyez, le problème de ce qu'on appelle les racisés, vous utilisez aussi cette expression, c'est que, au fond, le raciste et le racisé sont d'accord sur une chose. Il y a des catégories dans lesquelles on peut enfermer des personnes en leur ôtant toute capacité d'en sortir. Et en croyant lutter contre les oppressions, d'une certaine façon, les racisés adorent leur cause. Et c'est ça qui est très troublant. On a une sorte de logique qui est une logique... Vous enfoncez une porte ouverte, permettez-moi de le dire. Retournez à Michel Benassaïag et ils enseignent comment
Il dit lui-même, l'esclave partage avec le maître plus que ses chaînes. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Écoutez-moi bien. Quelle autorité? Non, mais c'est un piège affreux que vous tendez. Mais non, mais c'est pas un piège affreux. Il faut essayer d'éclairer les situations, pas d'enfoncer les gens. C'est pas clair, ça? Le problème, c'est pas le racisé, c'est le racisme. Non, pas du tout. Partager une même définition. Mais non, mais pas du tout. Écoutez, ayez la patience d'entendre ceux qui ne sont pas de votre avis, c'est votre métier. Nous, on compte sur des gens comme vous pour éclairer notre chemin. Bon, on compte sur des gens comme vous pour éclairer notre chemin. Oui, je parle trop peut-être, je peux me taire et puis vous parlez tout seul. Bon, c'est moi l'invité. Alors écoutez. Non, là c'est un débat. Attendez, là c'est un débat. Oui, mais professeur, je respecte votre point de vue, mais entendez le mien. Laissez-moi le dire. Le problème, c'est le racisme. Les races n'existent pas, mais le racisme existe. Et il y a donc des personnes qui sont assignées, si j'ose dire avec des grosses guillemets, à résidence raciale, qui n'ont rien demandé, qui ne veulent pas de ça, et qui sont en quelque sorte enfermés dans ce rôle par le regard des racistes, qui, étant dominants, parfois ne s'en rendent même pas compte qu'ils racisent les autres. Par conséquent, ne mettez pas un signe égal entre la victime et le bourreau. Encore une fois, ceux qui se réunissent pour se libérer en parole, en échange bienveillant les uns avec les autres, de l'introduction dans leur propre cœur du regard de l'autre, ensuite vont aller dans la société se battre pour l'émancipation. Est-ce que la France est raciste? Oh non. Est-ce qu'il y a du racisme systémique en France? Est-ce que l'État est raciste? Écoutez, moi, l'État raciste, non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a un racisme qui est beaucoup plus diffusé que moi-même, je ne m'en rendais compte pendant tout un temps, et je le déplore, mais la France n'est pas plus raciste qu'un autre pays. Cependant, comme la France est un pays qui a un passé colonial, il lui est resté toutes sortes d'habitudes, de pensées, de paroles, de mauvaises plaisanteries, qui font partie d'un fond de scène. Vous, moi, qui sommes des hommes, ayant assez haut niveau de culture et de bons revenus, nous avons souvent tendance à oublier que nous sommes dans une situation de confort que ne connaissent pas plein d'autres. Est-ce qu'il y a du racisme uniquement entre Messieurs, il vous reste 40 secondes d'émission, après on va nous couper, je vous le dis. C'est souvent l'image qu'on a, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, il y a une sorte de modèle de ce qu'on appelle la pensée décoloniale, c'est-à-dire une sorte de... La colonisation est le crime de tous les crimes. Et elle condense, cette colonisation, l'oppression de l'homme sur la femme, l'oppression de la production sur la nature, toutes les oppressions sont là. Et est-ce que d'une certaine façon, le racisme, c'est uniquement dans ce sens? Écoutez, il nous reste trop peu de temps. Moi, je vous aurais entendu avec beaucoup de bonheur. Et si vous voulez, on se retrouve ailleurs, en public, sur une chaîne quelconque. Moi, ça sera un bonheur pour moi de parler avec vous. Je peux dire simplement ceci. Frantz Fanon a raconté tout ça dans les années 60-70. C'est là, messieurs, je suis désolé. On tombe de l'arbre aujourd'hui en découvrant que c'est une tradition française. Je ne voudrais pas que le générique... Bien sûr, il faut des nuances, vous avez raison. Mais dans le monde de short et de bruit dans le générique va nous couper. Faites des nuances avec lui, par exemple, vous allez voir. Vous êtes un peu méprisant avec, je trouve, mais non, désagréable. Je suis taquin, pas méprisant. Tout va bien. Je le taquine, d'habitude c'est lui qui me taquine. C'était une très bonne émission, merci beaucoup d'y avoir participé. Et les uns et les autres, bonne soirée à tous avec les informés et Jean-François Aquini.